Aujourd'hui, on va en finir avec Ken Fear Your Own World tome 2. On était resté sur cette grosse baston générale au Rukongai, mais maintenant les choses s'accélèrent et on va en apprendre plus sur le plan de Tokinada. Mais avant tout, je tenais à vous remercier pour le soutien apporté à cette série de vidéos sur Ken Fear. Les light novels permettent, comme vous le voyez, de grandement développer l'univers, alors n'hésitez pas à partager ces vidéos aux fans de Bleach dans votre entourage, et à laisser un like si le contenu vous plaît. J'ai aussi fait une playlist spéciale avec tous les résumés, donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille d'y aller avant de regarder celle-ci. Et enfin, pour tous ceux qui me demandent où acheter les romans, j'ai mis un lien Amazon en description, mais rappelez-vous que c'est dispo qu'en anglais. Bref, passons aux choses sérieuses. Pendant ce gros bordel au Rukongai, on va retrouver Tokinada au bureau des images, qui se fait alpaguer par Soifon et Yoruichi. Pourquoi ces deux personnages? Tout simplement parce qu'elles sont très fortes en combat à main nue, et apparemment ce serait un des points faibles du Zanpakuto de Tokinada. Officiellement, elles sont là pour lui servir de protection, mais le vrai but est de pouvoir l'isoler pour le garder à l'œil. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, c'est de ce moment que je parlais quand je disais que Soifon nous confirme encore une fois son statut de pire perso de Bleach. Bien entendu, prenez-le pas mal, je la taquine, mais ici certaines de ses répliques sont vraiment affligeantes, et à la seconde où Tokinada commence à mal parler de Yoruichi, elle s'énerve, alors qu'elle restait sereine sur ses autres provocations. C'est dommage de toujours la réduire à ça quelque part, mais bon Osef. Ils vont tous se faire attaquer par un groupe d'assassins sortis de nulle part, et c'est là qu'on voit pour la première fois Kuten Kyokoku en action. À première vue, le pouvoir de ce Zanpakuto ressemble à celui de Sogyo no Kotowari, à savoir renvoyer les attaques à son opposant, et c'est pour ça qu'il est a priori inutile face aux capacités physiques. On va aussi apprendre pendant cet échange que Yoruichi a bel et bien un Zanpakuto, pour ceux qui en doutaient encore, mais qu'elle se dit plus puissante sans ce dernier. En contrepartie, elle nous apprend qu'elle doit passer du temps à l'apaiser tous les jours, ce qui semble rendre Soifon légèrement jalouse. Lol. Et alors que les trois combattants démontent les assassins, Tokinada fait le con en mode non, je sais pas trop me battre, mais quand Yoruichi décide de réellement agir, en détruisant la porte du bureau des images, Tokinada prend alors la fuite, en utilisant une technologie similaire au Soul Ticket, ces fameux objets que Kyoraku avait remis aux amis d'Ichigo pendant la guerre. Mais avant de fuir, Tokinada a de nouveau évoqué le passé sordide des grandes familles nobles, alors que Yoruichi lui fait comprendre que la proposition qu'il avait faite à elle et Byakuya ne sera pas acceptée. Rappelez-vous, il leur avait parlé de raviver le clan Shiba et de créer un nouveau roi spirituel qui cette fois serait doté de sa propre conscience. Mais elle lui dit clairement qu'elle ne laissera jamais un monstre de son espèce mettre ses plans en œuvre, car elle le juge encore plus sournois et maléfique que ne l'était Aizen à l'époque. Et maintenant, où a bien pu se barrer Tokinada, vous allez me dire? Rappelez-vous, il avait transmis l'ordre à Ikone de quitter le Rukongai pour le rejoindre dans un endroit particulier, et cet endroit n'est autre qu'un Kyogoku. Les Kyogoku, ou vallées des cris, sont des phénomènes qui nous sont présentés dans le film 1 de Bleach, et le concept est finalement intégré au manga lors de l'arc final, avec de légères modifications. En gros, c'est un espace dimensionnel qui se crée à cause d'une accumulation d'âmes perdues, et si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous conseille justement ma vidéo sur le film 1 de Bleach. Dans ce Kyogoku, Tokinada va donc rejoindre Ikone et Ora, qui est arrivé après avoir capturé Kisuke. Désormais, le but de Tokinada est de fumer les Shinigami, car il est persuadé qu'avec l'aide de Mayuri, ils vont rapidement réussir à le prendre en chasse. Après ça, il compte bien entendu forcer Kisuke à créer un Hogyoku, une fois qu'il aura pris plaisir à exterminer tous ceux qui comptent pour lui. Pendant ce temps, Isagi est toujours impuissant dans le monde humain. La barrière érigée autour de la ville l'empêche d'agir ou de communiquer avec le Seireitei, et c'est Tessai et Iori qui vont sauver la situation, après avoir remonté le moral d'un Isagi abattu par les événements. En examinant les corps évanouis des fidèles d'Ora, après avoir trouvé un message caché de Kisuke qui leur demandait d'enquêter, ils vont trouver sur eux des artefacts appelés Tenkai-Ketchu. Rappelez-vous, la technologie des Tenkai-Ketchu avait été utilisée par Urahara dans le but de remplacer la ville de Karakura par une copie se trouvant dans le Rukongai. Et les fidèles d'Ora, qui sont censés être 700 000 je le rappelle, portent tous avec eux ces petits piliers miniatures, dont les coordonnées pointent vers un Kyogoku. D'après Tessai, avec autant de piliers miniatures, même si ces derniers sont moins efficaces que ceux créés par Urahara, on pourrait éventuellement déplacer presque tout le ciel de la ville de Karakura. Ça paraît confus, alors expliquons plus simplement. En gros, avec ces piliers miniatures, il y a moyen de transférer dans le ciel de Karakura quelque chose se trouvant dans ce fameux Kyogoku. Et vous savez ce qu'il y a dans ce Kyogoku? Une réplique du palais du roi des esprits créé par Ora. Mais pas de panique si vos neurones n'ont pas encore connecté, on y reviendra un peu après. En attendant, Tessai va pouvoir envoyer Isagi dans ce Kyogoku en utilisant la pression spirituelle Holo d'Iori comme énergie, car sinon la barrière autour de la ville empêcherait Isagi de passer. Ah, et je l'ai pas dit, mais dans cette histoire, il y a eux, là. Mais bon, ça intéresse qui, ça? Avant qu'ils partent, on a tout un blabla sur la détermination d'Isagi, qui dit qu'il doit y aller même s'il sait que d'après lui, il sera inutile. Mais bon, on reviendra sur lui au tome 3, là où il sera vraiment déterminant. Parlons plutôt de la création de l'équipe qui va faire irruption au Kyogoku pour arrêter la mascarade de Tokinada. Après les événements du Rukongai, les guerriers sur place commençaient à se chauffer entre eux, ces malades, mais Nanao, envoyé par Kyoraku, arrive pour leur demander de se calmer. Ici, j'aime bien le fait qu'on nous dise que malgré sa légère peur en face de tous ces combattants qui pourraient la massacrer, elle reste digne et confiante et assure la mission délivrée par son capitaine.
Bref, dans la propriété des Shiba, on va retrouver tous les participants à la bataille du Rukongai, avec en plus Kensei, Yoruichi, Kenpachi et Kyoraku, et bien sûr Ganju et Kukaku. Et le GOAT dans cette scène c'est Kyoraku, qui nous explique qu'ils doivent agir vite et en toute discrétion. Même en tant que capitaine commandant, il peut pas s'attaquer délibérément à Tokinada, et convoque donc les Shinigami au courant de l'affaire, qui l'invitent, en proposant une trêve, à s'allier avec leurs anciens ennemis. Il met un point d'honneur au fait que le Gotei 13 n'a pas de rancœur envers eux, et ils finiront par accepter, car le commandant saura trouver les mots justes pour rallier à lui chaque faction, en prenant toute la responsabilité de cette affaire sur son dos. Il admet d'ailleurs clairement qu'il n'aime pas Tokinada, et le but avoué de la mission est de le destituer, et mettre fin au clan Tsunayashiro. Je l'ai pas cité, mais le meilleur personnage de Bleach est aussi présent dans la réunion, pas en personne mais via un corps factice, et c'est lui qui va réussir, comme l'avait prédit Tokinada, à envoyer la troupe au Kyogoku. Bien entendu, en tant que meilleur perso, il va nous gratifier de répliques légendaires, mais si vous voulez les découvrir, faudra lire le roman de vous-même. Quoi qu'il en soit, après avoir fouillé le bureau des images, Yoruichi et Soifon ont trouvé les mêmes petits Tenkaichitsu que possédaient les fidèles Dora, et c'est ici que Mayuri nous explique que Tokinada compte bel et bien transférer une partie du Kyogoku dans le monde réel. Kyoraku, lui, se demandait s'il comptait transférer le palais du roi des esprits, mais d'après Mayuri, ce n'est pas son but. A noter qu'à ce moment, ils ne savent pas encore qu'Ora en a construit une réplique. Grâce aux bactéries qu'il place sur à peu près tout le monde, et qui se sont propagées dans le corps d'Ikone pendant le combat précédent, Mayuri est à même de localiser la vallée des cris et d'envoyer l'équipe à la poursuite de Tokinada. Cependant, lui restera derrière, dans le but d'assurer une voie de sortie, car en arrivant dans la vallée des cris, le groupe se retrouve piégé par une barrière du même acabit que celle encerclant la ville de Karakura. Mais cette histoire de bactéries là, croyez pas que tout le monde est ok d'apprendre qu'ils ont ça en eux, d'ailleurs ça me fume parce que Kyoraku va recadrer un peu Mayuri, et nous montre quand même qui est le boss. En effet, il lui dira que s'il venait à perdre ses fonctions dans cette affaire, ce serait alors Byakuya qui deviendrait capitaine commandant. Et ce dernier sera bien moins clément que Kyoraku envers les expériences du capitaine de la 12e. Enfin bon, une fois arrivés, en plus de remarquer la réplique du palais du roi des esprits flottant dans le ciel de la vallée, ils vont se faire encercler par des dizaines de milliers de holos, ceux créés par Ikomi Kidomoe, comme il l'avait fait pendant le combat au Rukongai. Ces holos très étranges, judicieusement appelés anomalies blanches dans BBS, sont tellement nombreux que la team est en galère, à part Kenpachi qui lui se crée un chemin de force grâce à son Reiatsu, et se dirige vers la réplique du palais. Vous l'avez compris, Tokinada souhaite transférer ce faux palais du roi dans le ciel de Karakura, visiblement dans le but d'y faire siéger Ikone. Et là, j'imagine que vous le voyez venir, c'est bientôt. Un nouveau Bankai va nous être dévoilé. En partie. Alors que l'équipe de Soul Society, on va les appeler comme ça même s'il y a toutes les factions dedans, tente de repousser les holos, Shinji va prendre en main la situation, en les attirant et en demandant à ses camarades de le laisser gérer. Kyoraku, ayant compris ses intentions, va accepter en faisant full confiance à son camarade, alors que les autres sont en mode mais t'es fou, tu vas te faire fumer, parce qu'ils sont genre beaucoup trop. Mais ça se voit qu'ils connaissent pas le boss des boss. Bon ok, il s'est mis à transpirer en voyant Bambietta arriver au Rukongai, mais c'est pas grave, chaque homme a ses traumatismes. Il va donc libérer Sakanade, et jouer avec cette horde de holos, qui n'arrêtent pas de se multiplier. Ils réussiront à s'adapter aux Zanpakuto, en émettant des espèces d'ultrasons pour se repérer, car leur vision est inversée. Mais Shinji va leur faire en sorte que même les sons qu'ils entendent s'inversent. Du coup, ils se mettent à foncer dans les murs comme s'ils avaient 8 grammes dans le sang. Mais ils sont quand même trop nombreux, et avec ça, Shinji a simplement gagné un peu de temps. Un temps précieux, grâce auquel le reste de la bande a pu prendre de la distance, et pendant lequel les Fullbringers ont décidé de faire bande à part. Et maintenant qu'ils sont loin, comme nous le précise Kyoraku, aucune chance qu'ils ne soient affectés par le miracle qui va se produire. Et c'est là-dessus qu'on va terminer pour aujourd'hui. Oui, je sais, c'est cruel, mais c'est comme ça que se termine ce tome 2, sur un cliffhanger du plus bel effet, avec Shinji qui nous dévoile son Bankai, Sakashima Yokoshima Happo Fusagari. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes chaud pour la suite de l'histoire, et si à ce niveau-là vous avez pas envie de fumer les romans, bah soit mes vidéos sont éclatées, soit vous êtes pas vraiment fan de Bleach. Non, plus sérieusement, j'espère vraiment que cette série de vidéos permet à ceux qui peuvent pas, ou ne souhaitent pas lire ces light novels, de se plonger dans l'histoire et d'en avoir un bon aperçu. On parlera du tome 3 d'ici le mois d'avril, en attendant qu'il sorte, je l'ai déjà précommandé donc ça devrait arriver vite, et entre temps on va reprendre des vidéos plus classiques. Je vous spoil, j'ai en préparation une vidéo très lourde sur Ishin, vous me l'avez beaucoup demandé, et après ça il sera temps de parler de ce fameux Yuabar.
vivement cette vidéo en tout cas, avec toute la team d'experts en japonais qui vont vouloir m'apprendre comment prononcer le nom du boss des Quincy. J'ai tellement hâte, et j'espère que vous aussi. En tout cas, en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.